RadioTalk.com. OK, on est avec Max Bernier. Max, t'es salué. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Max, d'abord, bienvenue. Je suis très content de te voir encore une fois. Merci, Jeff, ça t'es me fait venu quand, plaisir. hein? T'es venu... Il y a quelques mois, là. T'es venu au printemps, hein? Oui, je pense que oui. T'es venu au printemps. Puis comment ça se passe? D'abord, on va parler de politique, à savoir quand est-ce qu'on s'en va en élection tantôt. Mais comment ça se passe, tu sais, pour un gars comme toi, impliqué en politique, de voir ce qui est arrivé aux États-Unis au cours des derniers mois, je dirais? C'est quand même un comeback assez impressionnant, le comeback de Donald Trump, pour le personnage, mais aussi pour les gens qui veulent les idées qu'on aime, les idées plus conservatrices, plus de contrôle, de contrôler la grosse machine qu'est l'État, etc. Donc, faire attention à l'immigration, tous des sujets qui s'apparentent à ton programme et aux idées que tu as. Tu as vécu ça comment les derniers mois de cette campagne-là, puis toute la couverture, je veux t'entendre là-dessus. Bien, premièrement, lorsqu'on voyait les opposants de Donald Trump, les démocrates essayaient de dire que Trump était Hitler, que c'était dangereux pour la démocratie, qu'il était un fasciste. Et tout ça, c'était des mensonges, on le savait, nous, mais on a essayé d'influencer la population américaine. Et lorsque Trump a gagné, bien le lendemain, Mme Harris a dit qu'elle allait... de façon pacifique, faire la transition du pouvoir à M. Trump. Donc, si elle fait ça, tout ce qu'elle a dit avant en le traitant d'Hitler est dangereux pour la démocratie, c'était faux. Parce que tu ne donnes pas le pouvoir à Hitler ou à quelqu'un qui est fasciste. Et donc, elle nous a démontré qu'elle a menti tout le long de la campagne pour discréditer M. Trump. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les Américains n'ont pas embarqué là-dedans. C'est fini pour les Américains. Et les Américains ont décidé, bon, on a vu, c'est une victoire éclatante. Trump parle des vraies choses qui inquiètent les Américains. Ce qui était un peu bizarre de voir au Canada ici, au Québec, aux États-Unis, dans les grands médias, essayer d'interpréter la victoire de Trump et essayer de trouver, bon, les femmes blanches n'ont pas voté pour Harris, etc. Oubliez ça. C'est l'économie stupide. Et c'est l'inflation, c'est l'économie. Les gens sont obligés d'avoir 2 emplois, un emploi à temps partiel pour arriver. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Et on nous dit que l'inflation est à 2 aux alentours de 2. On le sait que l'inflation réelle est à 6-7 Et les gens étaient tannés. Ils voulaient un changement. C'est le gros bon sens qui est dominé. Ton micro se tasse doucement, effectivement. Il va finir par se placer. mais ça, l'inflation... C'est un sujet que tu parlais il y a longtemps qui n'était pas très à la mode. Là. Oui. Tu as été ridiculisé là-dessus sur... Pas juste sur ce sujet-là, la banque, en passant. Bon, je sais, mais je comprends, mais la banque, là, la Banque du Canada, les dépenses, l'endettement, le lien avec l'inflation... Puis c'est quelque chose, moi aussi, sur lequel je me suis accroché des années et des années de temps. Puis on a toujours été un peu ridiculisé sur ce sujet-là. Jusqu'au temps que ça arrive. Puis là, les gens pensent que ça arrive quasiment par un mauvais sort, qu'on est juste victime d'un genre de coup démoniaque quelconque. Mais c'est pas parti, cette affaire-là, en passant. Là. On est encore dedans, tu le dis. On le sent que l'inflation est encore là. Ah, absolument, absolument. C'est la même chose ici au Canada. Si on regarde la façon dont l'inflation est calculée, c'est un panier de biens et services. Et dans le panier de biens et services, on ne met pas des choses essentielles que les gens doivent acheter. Et la façon dont on calcule l'inflation, c'est pour faire plaisir aux politiciens, parce que si l'inflation officielle était l'inflation réelle, était à environ 6 bien là, la population et les politiciens devraient s'inquiéter et agir, mais les politiciens ne veulent pas ça, parce que l'inflation, c'est une taxe déguisée. Fait que si on a une inflation de 6 officiellement, on taxe les gens. C'est comme taxer les gens. Au lieu de prendre l'argent dans vos poches, on dit gardez votre argent, mais vous allez pouvoir acheter le même nombre de biens et de services avec votre dollar. C'est une taxe. Et j'en ai parlé. Pour contrôler ça, la seule façon, c'est d'équilibrer le budget, arrêter les déficits, premièrement, et deuxièmement, dire à la Banque du Canada qu'elle devrait avoir
un objectif de 0% inflation. La Banque du Canada, son mandat, c'est de créer de l'inflation. C'est de créer 2% d'inflation. Et elle a outrepassé son mandat parce qu'elle en crée beaucoup plus que 2% lors de la COVID. Mais est-ce qu'il y a un des discours dépenses. d'un officiel à la Banque du Canada qu'on est plus à l'aise avec un 3-4 qu'un 2%? Ben oui, la Banque du Canada, regardez aux États-Unis comme l'a fait. Sans l'avouer publiquement, là, on a l'impression que maintenant, ils sont là-dessus. Ils sont sur le 3-4%, 4,5%. Ah, absolument, absolument. C'est le cas. C'est le cas aux États-Unis aussi. La Fed aux États-Unis, parce que c'est la seule façon de s'en sortir avec les énormes déficits. Et la façon dont on va payer ces déficits-là et cette dette-là, tant aux États-Unis qu'au Canada, bien, c'est avec la taxe cachée d'inflation. Et c'est ça, on va avoir, comme après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu 10 ans d'inflation entre 2 et 6 %. C'est ce qu'on a, là. Il ne faut pas se leurrer, il faut dire la vérité aux gens. Vous allez payer la taxe d'inflation pour les prochaines années. L'élection américaine, ça a été beaucoup, beaucoup lié à ça. Oui, beaucoup l'immigration, c'est clair. Aussi toute la forme de nouveaux pays, wokistes, avec toutes les folies que ça entraîne. Mais c'est beaucoup relié à ça. Les Américains sont très, très pointilleux. Puis je pense, des fois, on est un peu moins comme ça. Là, oui, on a eu une petite pause, là, où on s'est rendu compte que ça coûte cher. Mais les Américains, eux, font le lien direct. Quand il y a une explosion des prix, ils savent parce qu'il y a eu de l'abus quelque part. Tu sais, nous autres, on a tendance on va accuser l'eau blase. Oui. On va accuser, probablement que des gens ont profité de l'occasion. Oui, c'est sûr, dans n'importe quel mouvement inflationniste, il y a des entreprises qui se comportent pas en bons citoyens corporatifs, mais généralement, à 90 %, c'est infligé par nous-mêmes. C'est infligé par des décisions, soit de l'endettement. Mais les responsables de ça, c'est les politiciens. C'est ça, exact. Et c'est les politiciens qui Et sont les Américains le savent. Et les démocrates ont payé pour ça. Absolument, absolument. Ils ont payé aussi pour la folie woke. Les valeurs familiales aux États-Unis, c'est très fort et c'est bien. Mais lorsqu'on dit aux gens qu'une petite fille peut être un petit gars, puis un petit gars peut être une petite fille, puis on donne des bloqueurs d'hormones, puis on fait des opérations qui mutilent finalement le corps des adolescents, les Américains, on regarde ça, on dit c'est assez, ces folies-là woke. Oui. Et Trump était le seul à en parler, tout comme au Canada, je suis le seul à en parler. Les gens se sont réveillés là-dessus, puis on dit non, c'est pas le pays dans lequel on veut vivre. Et Trump, le mandat clair et l'avantage qu'il a, c'est que c'est son deuxième mandat et son dernier mandat. Donc, durant son mandat, il n'a pas à penser à être réélu et regarder les sondages. Il va faire ce qu'il doit faire pour remettre les États-Unis sur la traque. Ouais. Mais, tu sais, on parle des Américains, mais, tu sais, les Américains, c'est un peuple particulier dans le sens que, oui, ils réagissent à des choses. Est-ce qu'ici au Canada, nous autres Canadiens, on est aussi à l'affût que ça. On dirait que les Canadiens sont un peu plus dans le format, un peu plus laissés aller de même. Autrement dit, est-ce qu'au Canada, on serait prêt à entendre parler, mettons, d'un gouvernement qui sort, mettons, ou qui invente un nouveau département de l'efficacité gouvernementale? C'est le fameux DOGE qu'il va y avoir aux États-Unis. Est-ce qu'au Canada, tu peux mettre ça dans un discours parce qu'ici, on est les maîtres pour inventer le mot austérité partout, même quand il y en a pas. Ça, là. Non, actuellement, pas avec les politiciens traditionnels. Même, et je vais peut-être décevoir quelques-uns de vos supporters, même Pierre Poilievre, il dit qu'il va régler le budget. En anglais, « fix the budget ». C'est son slogan. Oui. Jamais, le dernier chef du Parti conservateur, à la dernière élection, il a dit qu'elle allait équilibrer le budget en 5 ans. Mais il demandait un mandat de 4 ans. Poilievre n'embarque pas là-dedans. Poilievre a peur de parler de coupure, a peur de parler des programmes actuellement que le fédéral a mis en place dans les champs de juridiction provinciale, comme le nouveau programme dentaire. C'est 100% provincial. Le fédéral n'a pas à se mêler de ça. Mais là, Trudeau dépense des millions et des milliards de dollars dans un nouveau programme. Si on veut équilibrer le budget, il faut couper ces dépenses-là de programme. Poilievre n'en parle pas. Poilievre n'en parle pas, il n'a pas le courage d'en parler. Et c'est pour ça que nous, notre existence sur la scène fédérale, c'est de pousser Poilievre vers la droite, c'est de faire en sorte de lui donner un peu de courage, de faire en sorte qu'il soit honnête. Il ne parle pas d'immigration. Les gros thèmes aux États-Unis, pour moi, la victoire de Trump a été un grand soulagement et je pense que
ce vent-là qui s'en vient ici, vers le nord, au Canada, va nous aider, nous, en tant que Parti populaire, parce que les thèmes importants, l'immigration. On est le seul à parler de moratoire en immigration et de déporter les illégaux. Poilievre n'embarque pas là-dessus. Il fait du racolage de vote avec les communautés ethniques et à chaque week-end, il se déguise pour plaire à ces communautés-là. Donc, lui, il est comme Trudeau là-dessus. Même, je devrais dire que Trudeau fait un pas de plus. Il vient d'avouer que sa politique d'immigration de masse a eu des impacts négatifs sur le niveau de vie des Canadiens dans une belle vidéo qu'il a fait. C'est lui qui est responsable du problème. Poilievre ne va pas là. Poilievre ne parle pas de ça. Mais c'est qui ton vrai compétiteur? Est-ce que c'est Trudeau ou Poilievre? Parce que Poilievre étant en avant dans les... Après ça, on ira sur le débat qu'on a déjà eu, parce que l'élection s'en vient. Est-ce que tes attaques sont plus vers Poilievre que vers Trudeau? Trudeau en sachant qu'il est complètement fini. Est-ce que ta campagne est plus contre Poilievre? Parce que, tu sais, c'est un peu la même... Vous êtes les mêmes racines. On est la droite, on est des conservateurs, que ce soit... Oui, mais j'ai quitté les conservateurs, justement. Oui, mais on parle des idées. Oui, okay, je comprends ce que tu vas me dire. Mais parlons des idées. Je viens de parler d'inflation, je viens de parler de la théorie du genre. On pourrait parler de la guerre en Ukraine. Poilievre est un guerrier. Poilievre dit à Trudeau, je veux plus d'argent pour l'Ukraine, on devrait leur envoyer plus d'armes. Il l'écrit régulièrement sur son compte Twitter et il le dit. Ça, c'est un guerrier. Ça, ben oui, on peut régler le problème au Canada d'équilibrer le budget, puis on peut faire ça en un an, équilibrer le budget. On coupe 10 milliards de dollars dans l'aide internationale, on coupe 10 milliards de dollars dans les subventions d'entreprise. Je suis rendu à 20 milliards, le déficit est de 40 milliards. On coupe dans les médias, toutes les subventions médias, on peut aller économiser 2 milliards de dollars là. Juste comme ça, là, en vous parlant, là, j'ai trouvé 22 milliards. Là. On est capable d'équilibrer le budget en un an. Poilievre ne va pas parler de ça. Et l'inflation, on vient d'en parler. C'est très soft. J'avoue qu'il est très soft. Surtout. Il est soft surtout. Oh, l'inflation, il faut dire à la Banque du Canada un objectif donc, de 0%. La cible pour Maxime Bernier et son parti, c'est plus Poilievre. La cible, c'est de parler de nos politiques, de faire en sorte que ces politiques-là soient débattues sur la scène publique, et on est les seuls qui en parlent. Parce que le combat, on a déjà parlé, mais le combat, il est simple, c'est qu'il y a une division. C'est sûr que les supporters de Maxime Bernier, ceux qui sont les vrais supporters de Maxime Bernier, qui sont des membres, etc., eux, là, ils ont été trahis pendant la COVID. Ils sont trahis, puis, regarde, avec raison, moi, je comprends tous ces gens-là. Sauf qu'il y a comme un déchirement quelque part pour certains parce qu'ils se disent il faut sortir Trudeau au plus sacrant et après, on verra. Ils sont prêts, je suis le premier à le dire, OK? Ils sont prêts à mettre un gars à la tête du conservateur qui est quand même très soft et safe. Il semble être prêt à payer ce prix-là. Puis après, ils se disent on verra par après. Mais là, il faut sortir Trudeau au plus sacrant. OK, ça, c'est la première affaire. Mais d'autres me disent, et je fais partie de ceux-là, puis j'ai déjà mentionné qu'il y a bien des chances que je vote pour Maxime Bernier. Il y a quand même, avec ce qui est arrivé aux États-Unis, il y a quand même une opportunité en ce moment. Il y a une genre d'alliance avec un paquet de démocrates. OK, je parle de Robert Kennedy Jr., Elon Musk, Tulsi Gabbard, qui est une... Donc, et même Trump est un démocrate dans les faits. Dans les faits, quand on regarde toute sa vie, c'est récent qu'il est républicain. Donc, il y a eu une convergence des gens qui sont, je dirais, plus au centre, plus réguliers démocrates, vers un parti qui leur ressemble plus que dans le parti dans lequel ils étaient. Et il y a cette mouvance-là aussi au niveau de la politique canadienne, où il y a des gens qui se disent on est peut-être dû parce qu'il y a quand même, tu sais, l'heure est grave. Là. On regarde le déficit du Canada, on regarde l'inflation, on regarde ce qui se passe et on se dit, c'est le temps d'avoir une super team, une super équipe qui s'en va mettre le Canada à sa traque. On va mettre les choses de côté et c'est le temps peut-être que tout le monde se mette ensemble pour, en tout cas ceux qui pensent pareil, d'une certaine manière. Donc, les gens de droite, les gens plus conservateurs. Et il y en a qui disent, il faudrait que Maxime soit là parce que c'est Maxime et le Parti populaire qui va justement s'assurer que Poilievre et le Parti conservateur demeurent un parti qui est un parti raisonnable
conservateur, pas un genre de parti libéral de 1999. On le fait de l'extérieur, oui. Et ce que Jeff est en train de dire, Maxime dissout le Parti populaire et votant avec Poilievre. C'est un peu ça que je comprends. C'est ce qu'on entend. Bon, OK. Moi, je vais répondre à ça. C'est très ce que clairement. Beaucoup de gens... Mettons, je parlais avec Joe Hamel hier. Joe est très proche de... En fait, c'est qu'on a les mêmes idées, tout le monde. Puis dans une certaine mesure, Poilievre, pas depuis qu'il est chef, mais Poilievre a des idées qui nous ressemblent aussi. Okay. C'est juste que maintenant, il les dit plus. OK, répondons à ça. Dissoudre le Parti populaire pour s'en aller avec Poilievre, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer. J'ai été conservateur pendant 12 ans. J'ai été élu conservateur en 2006. J'ai été conservateur jusqu'en 2018. Et vous vous rappelez, j'étais le seul qui se bat réellement pour un libre marché sans intervention de l'État. La plus grosse bataille, c'était laquelle? Abolir le cartel dans le lait, le poulet et les œufs pour que les Canadiens puissent payer la moitié moins cher leur lait, leur poulet et leurs œufs. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais conservateur. On m'a menacé de m'expulser du Parti conservateur parce que je parlais de ça. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, après la course au leadership, j'ai fait une série de 6 tweets en disant il faut dire non au culte de la diversité de Trudeau. Et plus de diversité, ce n'est pas notre force, mais c'est notre faiblesse. Il faut arrêter ce multiculturalisme-là à l'extrême et défendre les valeurs canadiennes. Le chef du Parti conservateur à l'époque, O'Toole, me dit « Bernier, tu ne parles pas pour nous, tais-toi, ferme-toi ». Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les partis politiques au Canada et la liberté d'expression n'existent pas. Vous faites partie des conservateurs, vous suivez la ligne de parti. Et d'ailleurs, c'est tellement... on le sait tellement que lorsque vous avez un politicien qui n'est pas un ministre, qui est élu, puis venir parler à un média, bien, c'est la cassette et la ligne de parti. On ne permet pas la dissidence et on ne permet pas la distance pour moi et pour bien d'autres. Ce qui se passe aux États-Unis, lorsque Kennedy a décidé de s'en aller avec Trump, il y a eu une discussion. Il y a dit sur 3 sujets, on s'entend. Make America Healthy Again. Oui. Deuxième, finir la guerre en Ukraine. Et troisième, lutter contre la censure qui est imposée partout. Le reste, il le dit, tu peux parler contre moi, tu peux avoir d'autres sujets, etc. Trump le dit. Et Trump, dans ses discours, riait un peu de Kennedy en voulant dire hey, l'environnement, là, je te le dis, tu t'en occupes pas. Nous, on va drill. Oui, parce que c'est un avocat de l'environnement. Ben oui, donc, il peut avoir des distances. Ici, au Canada, c'est impossible, comme je viens de vous le dire. J'ai quitté le Parti conservateur parce que c'est un parti moralement, intellectuellement corrompu. Et là, notre force... Et bon, donc, j'y connais, là. Et même quand j'ai perdu la course au leadership, j'ai resté avec le parti pendant 15 mois pour essayer de les influencer à l'intérieur, parce que c'est ça qu'on me demande. Retourne à l'intérieur, influence-les à l'intérieur. J'ai essayé pendant 15 mois. J'avais perdu la course avec 49 % du vote. J'avais une certaine légitimité. J'ai dit à Scheer, voici mon programme, qui est actuellement le programme du Parti populaire. Tu devrais prendre au moins une idée pour ta prochaine campagne en 2019, ce que m'a dit Andrew Scheer. Maxime, ton programme était bien populaire avec les membres du Parti conservateur. Je veux être premier ministre maintenant. Ton programme n'est pas populaire avec la population et je ne prendrai aucune de tes idées pour la prochaine campagne. C'est un parti corrompu, c'est un parti qui fait de la politique par les sondages. Et donc, de l'intérieur, ça sert à rien. De l'extérieur, on pousse Poilievre et c'est comme ça qu'on va l'influencer. Et nous, je pense qu'on fait un bon travail. La deuxième chose que les gens disent, Maxime, on veut se débarrasser de Trudeau. On veut se débarrasser de Trudeau et tu nous nuis là-dessus parce que tu as un parti, tu es indépendant. On a déjà changé de ça, effectivement. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Poilievre va gagner. Il va gagner l'élection là, à 20 % d'avance. Là, pour avoir une majorité, il faut que tu aies 5 % d'avance. Donc, je dis à tous les gens qui veulent se débarrasser de Trudeau, c'est fait. Poilievre va gagner. Maintenant, votez en ligne avec vos faveurs. Nous, on va influencer Poilievre. C'est gagnant-gagnant pour les deux. Il n'y a pas un imbécile qui va penser que Poilievre ne gagnera pas. Là. Écoute,
l'usure du pouvoir, l'inflation, etc. Ah, le fait qu'il n'est pas bon non plus. Là. Puis Poilievre se laisse aller sur la vague. Bon, c'est sûr qu'il va... OK. Donc, arrêtez de vous inquiéter de se débarrasser de Trudeau. La manière de s'occuper de Poilievre pour être sûr. Parce que moi, j'ai des gros doutes sur Poilievre. Ben oui. Je me fais beaucoup taper dessus parce que dans les pirates, il y a les deux écoles. Il y a l'école de Maxime, il y a l'école de Poilievre. Puis l'école de Poilievre, elle n'est pas solide tant que ça. Elle est juste, effectivement, dirigée au fait qu'il faut battre Trudeau. Mais je me dis, moi, mais j'ai besoin de plus que ça. Donc, moi, je veux m'assurer que Poilievre, comme premier ministre, livre la marchandise. Vous avez besoin du Parti populaire pour ça. Parfait. Donc, ça prend quoi? 2 députés, 10 députés, 20 députés? Ça prend de Mais passer... s'il n'y en a pas, on fait quoi? Regardez l'influence qu'on a aujourd'hui. On n'est même pas à la Chambre des communes. Puis, on est capable... Sur l'immigration, j'ai parlé d'immigration en 2019. Je me faisais traiter de raciste. Et je devrais dire, pas au Québec, au Canada anglais. Parce qu'au Québec, on est habitué d'avoir un débat sur l'immigration et puis les seuils d'immigration. Il n'y a pas un journaliste québécois qui a osé me traiter de raciste. Mais au Canada anglais, oui. Et j'ai fait la bataille. Et le temps te donne raison. Oui, et puis le temps nous donne raison sur tout. Excusez-moi, sur la guerre en Ukraine. Sur... Non, je dis ça là-dessus quand on est obligé de te dire. Mais c'est comme ça, on fait de la politique basée sur des idées et des convictions. Et là, maintenant, on va pousser Poilievre à parler d'immigration. Et là, au début, il n'en parlait pas du tout. Il disait, pas de problème. Écoutez, c'est l'offre et la demande. Je vous entendais tantôt parler de la difficulté des logements. Ben oui, mais s'il y a moins de demandes, on n'a pas besoin d'en construire de logements. Il faut couper la demande, il faut un moratoire. C'est aussi simple. Tous les gens qui viennent ici doivent avoir un toit. La réponse, elle est claire. Le fédéral doit juste faire un moratoire. Et le fédéral veut s'ingérer dans les compétences provinciales et municipales en disant aux villes, et ça, c'est Poilievre, en disant aux villes, vous changez vos règlements municipaux, etc. Il n'y a pas à se mêler de ça. Il peut la régler en ayant un moratoire demain matin. Et il y aura moins de demandes. Donc, on n'a plus de problème. C'est l'offre et la demande. Mais Poilievre, là-dessus, n'en parle pas. Donc, vous avez besoin du Parti populaire pour pousser ces idées-là et faire en sorte que Poilievre soit un honnête conservateur. Tu as besoin de combien pour avoir de l'impact? C'est-tu 1 député, 10 députés? Juste un, ce serait assez? Mettons, toi? Ben oui, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais même sans poste au Parlement, on est on influence tranquillement. Si on passe de 5 à 10 regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec Nigel. Il a essayé de se faire élire pendant 7 fois. Il a réussi la dernière fois. Son parti, le Parti Réforme, et j'inviterai les gens à aller lire la plateforme du Parti Réforme. Là. Il a copié notre plateforme. Excusez-moi, là, mais la plateforme du Parti populaire, là, elle se retrouve en Angleterre. C'était la plateforme du Parti Réforme. Et le parti a eu 14 du vote. Mais on est dans un système parlementaire. On est dans un système où c'est lui qui a plus de votes qui l'emporte. Il n'y a pas de proportionnalité. Mais avec 14 du vote, il a réussi à faire élire 6 députés. 6 députés sur 400 quelques, là, ou 500, je pense, en Angleterre. C'est un début, mais il n'y a pas de proportionnalité. Mais il commence à changer les choses. Donc, nous, répondre à la question, si je double de 5 à 10, peut-être que je vais avoir 1 ou 2 députés. Si on a 10 de moyenne, ça veut dire que dans certains comtés, on a peut-être 20, 25. Mais moi, je dis à mes candidats, notre but, c'est d'augmenter notre pourcentage de vote. Et oui, on va tout faire pour, dans certains comtés, d'avoir des gens donc élus. T'es un gars de marathon. T'es un gars de marathon, oui, Max. Donc, t'es carrément dans le marathon. Oh oui. Okay. Puis moi, je vais faire tout pour être élu. Mais notre vote, est-ce que tu as décidé où? T'as-tu décidé si tu restais au Québec ou tu allé en Alberta? Bien, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, ça serait le fun que tu sois contre Trudeau à Papineau. Aller contre Trudeau à Papineau. Il est sûr de perdre. Ben non. Non, est-ce qu'il va gagner pareil, lui, à Papineau? Il va-tu dans les sondages? Oui. Je ne sais pas. Là. Nous, on ne fait pas de sondage. Et d'autres me disent, Maxime, retourne en Beauce. Je pense que les Beaucerons ont compris. Les Beaucerons seraient prêts à avoir vraiment... il y a puis Manitoba. Donc, la réponse à ta question, il y a 3 options. Okay. Retourner au Manitoba, où j'ai eu 17 du vote à une élection partielle. Retourner en Beauce, où à la dernière élection, j'ai eu 19 du vote. Ou aller contre Trudeau à Papineau et essayer de gagner là-bas. On regardera ça. Il faut que je décide d'ici les prochains mois. Tiens, on va faire on va en parler de Poilievre un peu plus. Parce que qu'est-ce qui...
Je comprends le plan. Je comprends que ça fonctionne. Tu sais, c'est dur même pour toi, probablement, de dire ben, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Il y a 41 dans les sondages, donc il semble s'en aller vers la victoire. Sa stratégie, on ne peut pas tellement la questionner parce qu'il gagne. C'est le genre de question qu'on pourrait avoir s'il gagnait pas, s'il ne se passait rien. Mais n'empêche que, contrairement à la politique américaine qu'on a vue, j'ai aucune idée qui est Pierre Poilievre. Tu le connais probablement plus que moi personnellement, mais tu sais, mettons que quelqu'un me dit « Jeff, tu dois voter pour Pierre Poilievre parce que je comprends que tu as les mêmes idées que Maxime Bernier, que les points dans son programme sont tous des points avec lesquels tu es à l'aise à 100%, etc. Mais il faut que tu votes pour aider, je ne me rappelle même pas du nom du conseiller ici, du député, je pense que c'est Joël Godin. Donc, donne-y un coup de main puis pour être sûr que le bloqué ne se rende pas. » Sauf que je leur demande toujours, je dis, il y a juste une affaire, je ne sais pas vraiment pourquoi je vote. Ah oui. Et Poilievre ne veut pas que tu le saches non plus. Ben, c'est un peu ce qui m'énerve. Tu sais, je veux dire, on peut bien parler contre Trump, on peut dire tout ce qu'on veut contre Trump, on peut dire tout ce qu'on veut contre DeSantis, on peut dire tout ce qu'on veut. On connaît les médias là, qui ont, avec leur couverture sur les politiciens plus conservateurs, ils trouvent toujours des bébites partout. On a réussi à en trouver sur Poilievre, mais la vérité, c'est que je ne sais pas vraiment qui il est. Il y a des phrases clutch qui sont utilisées régulièrement, mais je ne sais rien, contrairement à Trump. C'est qui ce gars-là que tu connais? C'est un politicien de carrière. C'est un politicien qui s'est fait élire à 24 ans, qui n'a jamais eu une vraie job, qui n'a jamais eu un boss, qui est en politique depuis ce temps-là. C'est un politicien qui sait comment faire de la politique. C'est un politicien qui est un très bon communicateur. C'est un politicien qui utilise les slogans comme jamais au Canada. C'est un gars brave. Est-ce que quand tu l'as connu, d'abord, est-ce que c'était quelqu'un avec qui tu t'entendais bien? Oui, Poilievre, je m'entendais bien avec lui, tout comme Andrew Scheer. Est-ce que dans les couloirs, il y a des idées qui ressemblent plus à tes idées que qu'est-ce que tu entends pendant la campagne? Lorsque j'étais conservateur et puis Poilievre était là dans le caucus, Poilievre, c'était un gars qui, lorsqu'il se levait dans le caucus pour essayer de vendre un point de vue ou une politique ou une idée, sa base d'argument était toujours les sondages. Ah, regardez, tel sondage, c'était toujours les sondages. Et là, ce qu'il fait, il maîtrise très bien l'art de suivre les sondages. Comme je dis, Poilievre n'est pas un leader, c'est quelqu'un qui suit. Il suit les sondages. Nous, je peux me dire que nous, au Parti populaire, on est leader, on est en avance, on a une vision. Mais je reviens sur la campagne de Trump. Je reviens sur la campagne de Trump. De ce qu'on comprend de la campagne de Trump, c'est qu'ils ont fait complètement l'inverse de ce que Poilievre fait. Absolument. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on n'essaie pas d'aller faire des choses pour essayer de convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qui ne le sauront jamais. On va essayer d'aller dans des podcasts, on va aller dans des événements, on va essayer d'aller voir les gens qu'on sait qui ont des idées comme nous, mais qui n'ont pas tendance à se lever le derrière pour aller voter. On va aller les motiver à voter. Absolument raison, Jeff. Et le meilleur exemple de ça, c'est les Américains qui ne votent pas. Ici, au Canada, on a 40 des Canadiens qui ne vont pas voter. Dès que Trump a perdu son élection, il a formé une équipe avec de l'argent. Trouvez-moi les gens qui ne votent pas. Comment on fait pour leur parler? Oui. Puis, c'est ça. Si on va chercher seulement 30 des gens qui ne votent pas aux États-Unis et votent pour Trump, ils gagnent. Et c'était la stratégie. Et les gens qui ne votaient pas en grande partie, c'était qui? Les jeunes garçons, les jeunes hommes de 18 à 35 ans. Exact. C'était les gens qui ne votent pas habituellement aux élections. Donc, qu'est-ce que font ces gens-là? Ils écoutent des podcasts. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas sur les médias traditionnels. Et Trump, sa stratégie, tout comme Robert F. Kennedy, c'était de faire des podcasts. Moi, j'ai vu Robert F. Kennedy avec Joe Rogan. J'ai vu Robert F. Kennedy avec un petit YouTuber qui avait 1000 personnes qui le suivaient seulement. Et quand il y a 1000 personnes, c'est que Robert F. Kennedy parle à ces 1000 personnes-là dans le fin fond des États-Unis à quelque part, sans filtre média. Ça a été leur stratégie de campagne. C'est ce que je fais, moi, depuis le début. Je n'ai pas le choix de le faire parce que les médias traditionnels m'ignorent, me cancellent, si je peux utiliser cette expression anglaise-là, m'ignorent parce qu'ils savent que plus de visibilité qu'on a, le Parti populaire, plus on va croître rapidement. Mais c'est un peu spécial. Le comportement... Et Poilievre ne joue pas ce jeu-là. Poilievre joue le jeu des médias traditionnels. Oui, il ne veut pas les avoir contre lui et il fait sa petite campagne avec ses petits slogans. Oui, puis il fait toujours il va dans les médias traditionnels, il répète toujours les mêmes phrases. Ça, c'est un peu le côté qui... Oui, mais attendez, mais il ne va pas régulièrement dans les médias traditionnels. C'est rarement que tu as vu Poilievre s'asseoir et avoir une discussion. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas.
Il ne veut pas avoir une discussion. Premièrement, si on regarde une vidéo qu'Harper a faite avec Preston Manning il y a 2 ans, je pense, et Manning disait à Harper, regardez, le chef du parti actuellement, il ne parle pas d'idées, il ne pousse pas les idées. Tu te rappelles, Harper, lorsqu'on était réformiste, on parlait d'idées, puis comment qu'on changerait le pays. Ah, c'est un peu ça qui et me dérange, Harper, il a répondu, il n'y a pas besoin. Il est chef de l'opposition. Poilievre est chef de l'opposition qui vague. C'est pas lui, parce que s'il parle de ses idées tout de suite, il va se faire attaquer de toutes parts. Donc, je sais que c'est un plan. Je sais que ça m'énerve. Oui, mais il n'y aura pas de légitimité. Mais ça énerve nous, ça énerve énerve les gens qui sont très fidèles à toi parce que c'est des gens très politisés, des gens avec des idées claires. Il n'y aura pas de légitimité, il n'y aura pas de mandat pour faire des réformes. Trump a le mandat aux États-Unis. Il a parlé de ce qu'il voulait faire, il y a un mandat. Donc, Poilievre en parle pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être un bon gestionnaire d'un gros gouvernement. On est un peu jaloux, c'est ce qu'on disait. On est un peu jaloux de voir vers quoi ça s'en va. Ça s'en va vers justement quelque chose de pas très sexy. Ça s'en va vers quelque chose d'un peu plus sous ça d'église. Parce que justement, on n'a pas les idées. Si quelqu'un s'en allait, hey, je vais nettoyer la soue, je vais faire telle chose, je vais faire. Là, on se dirait, oh yes, mais on n'a pas ce feeling-là. C'est pour ça que moi, je disais, si on avait le Parti populaire dans les pattes du Parti conservateur, je sais, je comprends. Non, on est dans les pattes en étant indépendant puis parlant des vraies choses. On est les seuls qui parlaient des vraies choses. Mais j'aimerais que tu sois dans le jet en train de manger du McDo avec lui. Parce que je sais que tu le surveillerais. Oui, mais je ne pourrais pas parler publiquement. J'ai été là. Je sais. I've done that, I've been there, I've done that. Mais ça, en passant, ça ne peut pas continuer de même. On ne peut pas avoir pas avoir une démocratie où les élus ne peuvent pas exprimer leur désaccord avec le chef ou le parti. Ça ne peut pas marcher, ça. C'est le système de parti. C'est pour ça que je te dis, moi, ce que je dis à mes candidats, plusieurs candidats me disent, Maxime, je vais pouvoir parler de tel sujet. Je leur dis, écoutez, là, on a notre plateforme, parlez de ça. Tout le reste, là, on a 20 politiques sur notre site. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes candidat? Oui, je suis d'accord avec ça. Parfait. S'il y a d'autres sujets, c'est ta liberté d'expression. Tu vas avoir le droit de critiquer, etc. Il n'y a aucun problème. Et c'est ce qu'on devrait faire. Mais la ligne de parti est tellement forte dans les partis traditionnels qu'on ne peut pas s'en sortir. Et Poilievre, on le voit tous les jours, là. Poilievre a dit à ses députés, en ce qui concerne un programme fédéral que Trudeau a mis sur pied, en ce qui concerne des subventions pour des résidences, il a dit à ses députés, faites pas la promotion de ce programme-là parce que c'est libéral, etc. J'ai été député, moi, dans l'opposition, quand mes gens venaient, puis le gouvernement mettait un programme et ils pouvaient en bénéficier, mais je les aidais pour s'assurer qu'ils puissent en bénéficier. Mais d'un autre côté, je parlais contre ces programmes-là, mais là, ils existent. Ça fait que les Beaucerons devraient pouvoir en profiter comme tous les autres Canadiens, même si je suis contre ce programme. Poilievre fait le contraire. Il dit à ses députés, parlez pas du programme, informez pas vos gens. C'est complètement ridicule. Il contrôle son caucus très bien et son caucus le suit parce qu'ils savent qu'il va être premier ministre et ils veulent avoir un poste. Oui, je sais, c'est clair. Il va être ministre. Donc, notre meilleur... Pour changer ça, là, on va avoir 4 ans de Poilievre avec une majorité. Et dans 4 ans, moi, je pense que c'est là que le Parti populaire va avoir sa plus grande croissance. Parce que les gens vont dire, écoutez, j'ai eu 4 ans, là, puis c'est à peu près du pareil au même. Mais là, je dis aux gens qui veulent se débarrasser de Trudeau, là, c'est fait. Poilievre gagne, gardez les sondages. Permettez-vous de voter pour ce que vous croyez, en ligne avec vos idées, et on a bien des chances d'influencer la politique canadienne par après. Jerry? Y a-t-il des choses que Poilievre va faire que tu es d'accord? Exemple, donc la taxe carbone ou d'autres choses comme ça. Oui, je suis d'accord. J'haïs les taxes. Qui coupent la taxe carbone, je suis d'accord. Oui. Mais ça ne réglera pas le problème. Il veut lutter contre les changements climatiques. Moi, Poilievre a voté pour l'accord de Paris en 2018, après la course au leadership. J'étais le seul qui a sorti de la Chambre et je n'ai pas voté. Pourquoi je n'ai pas voté? Parce que je venais de perdre la course au leadership et je ne voulais pas faire excusez-moi l'expression, un fuck you à mon nouveau chef. Donc, j'ai fait un petit compromis. Je n'ai pas voté. Je me suis retiré de la Chambre. Poilievre et tous les autres conservateurs ont voté pour l'accord de Paris. Le problème, c'est de sortir de l'accord de Paris.
Paris. Trump, c'est ce qu'il dit. Trump, C'est ce qu'il a fait, premièrement. C'est ce qu'il a fait quand il était élu. Puis c'est ce qu'il va refaire. Pas juste l'accord de Paris, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce que je dis. J'ai ça comme politique depuis bien longtemps. Poilievre fait le jeu des médias et la peur du climat. J'ai bien plus peur, moi, d'une guerre mondiale actuellement avec ce que Biden vient de faire que les changements climatiques. Ben oui. Poilievre, c'est un mélange de bleu et de vert. C'est un turquoise. Là. C'est-à-dire il y a du vert pas mal, Poilievre. Là. Puis ça, je pense qu'il le cache présentement. Là. Ben oui, c'est pour ça que je suis amené sur ce sujet-là. Parce que je le sens, j'y détecte. Là. Ben oui, regardez Danielle Smith en Alberta. Ben oui. Écoutez, elle est en Alberta et elle embarque dans ce jeu-là des dangers du changement climatique. En Alberta, où tu as l'industrie pétrolière. Es-tu tombé là-dedans, là? Elle est tombée là-dedans? Oui, le net zéro, toutes ces folies-là. Bien, absolument, mais elle veut les contrôler au niveau provincial. Elle ne veut pas que ce soit le fédéral qui les impose. Okay. Mais elle ne parlera pas contre l'accord de Paris. Wow. Donc, ça répond à beaucoup de nos... Peut-être beaucoup de pirates qui se posaient des questions à savoir qui est Poilievre. Je pense qu'on le connaît un peu plus, mais on s'en doutait un peu. Okay. Ça manque un peu de vision. Ça manque, comme tu dis, c'est qu'on aimerait... Puis je sais que la campagne n'est pas commencée, mais je pense pas que la campagne va être différente. Je pense qu'il va y avoir exactement la même tactique. Ça va être des liners, ça va être des choses comme ça. Mais avec ce qu'on vient de vivre aux États, et je dirais que l'heure est quand même... Tu sais, il y a beaucoup de... Bon, l'histoire du déficit... le nôtre n'est pas réjouissant. Là. On a un déficit qui a explosé, qui a doublé et on regarde comment ça nous coûte par semaine juste d'intérêt. C'est 1 milliard d'intérêts par semaine que ça nous coûte. Donc, c'est de l'argent qui va nulle part, cet argent-là. On voit une machine qui est de plus en plus lourde, qui prend de plus en plus de place pour nous autres, qui décide de plus en plus qui sont les bons et les méchants, qui nous disent qu'il faut couper telle plateforme parce qu'on ne veut pas vous entendre. Quand vous dites des choses qui nous font mal, ça nous fait de la peine. Quand vous dites des choses qui ne sont pas les mêmes choses que nous, on n'aime pas ça, etc. Donc, on est dans c'est un moment critique quand même, je pense, de la démocratie canadienne. Et j'ai l'impression que c'est comme une campagne comme il y a en 2009, en 2008. Il n'y a pas de gens si pressés à brasser la cage un peu, alors que c'est ce qu'on sent l'autre bord. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a vu pendant cette campagne-là. Mais on ne sent pas ça avec la politique canadienne. Puis il n'y a pas non plus... tu sais, il y a certains médias aux États-Unis, tu as parlé beaucoup des médias alternatifs, et puis effectivement, ça vient beaucoup de là, mais nous, au Canada, on n'est pas encore rendu là. Les médias traditionnels ont encore une place importante, surtout avec les gens qui votent. Et eux ne sont pas allumés sur aucun de ces sujets-là. Ils sont pro-green, ils n'ont pas de problème avec le déficit, ils n'ont pas de problème avec les impôts élevés. D'ailleurs, ils parlent toujours de monter les taxes, etc. Ils poussent les politiciens à les monter, alors qu'ailleurs, c'est pas ça. Les gens, les médias sont toujours en train de demander aux politiciens de couper les impôts. Donc, c'est un drôle de mood. Puis le fait qu'on est directement lié à ce qui se passe aux États de par notre proximité et notre économie qui est interreliée, je sais pas, mais il me semble que ça m'inquiète, moi. Ben, Jeff, ce que tu viens de décrire, là, tu viens de décrire ce qui se passe au Canada et la mentalité des Québécois et des Canadiens. Ce que je t'ai dit avant, c'est que Poilievre fait de la politique par les sondages. Donc, tu viens de dire toi-même que Poilievre, il va regarder les sondages, que ce que tu vois des Canadiens, il ne fera pas grand-chose. Poilievre, là, il y a plein de gens qui disent de tes pirates, Maxime va-t'en être Poilievre. Non, on va rester. Mais Poilievre pourrait détruire le Parti populaire. S'il le veut, qu'on disparaisse en tant que parti, Poilievre est libre, il pourrait nous détruire, il pourrait nous rendre insignifiants. Comment? Il y a juste à prendre notre plateforme, il y a juste à prendre nos idées, puis faire de la politique sur nos idées. On n'existera pas, ça se termine pour le Parti populaire. Poilievre, il a entre les mains, s'il veut détruire le parti, il y a juste à prendre nos idées, puis faire de la politique et les promouvoir. On va devenir insignifiant, puis on sera plus crédible. Est-ce que tu as trouvé que l'histoire de tout le prix du lait, donc toute la gestion de l'offre, est-ce qu'avec l'inflation, le fait que les gens se sont rendus compte que... Parce que oui, il y a de l'inflation aux États-Unis, mais l'écart entre le coût de la nourriture dans les restaurants, etc., entre le Canada et les États-Unis, oubliez le dollar canadien là, qui n'arrache, juste que quand quelqu'un gagne 50 000 versus 50 000, même si les Américains braillent qu'il y a de l'inflation, quand on regarde nos coûts à nous, pour toutes sortes de raisons, entre autres, la gestion de l'offre, est-ce que ça, c'est un autre sujet qui a bien vieilli pour Maxime Bernier, dans le sens que
J'entends même maintenant de plus en plus de fermiers se plaindre que, ouais, la gestion de l'offre, finalement, je l'ai défendue, mais c'était en train de m'appauvrir. Si j'étais capable de compenser pour les choses que j'ai achetées, qui sont des quotas, etc., je pense que je ferais un switch dans ma tête. Les consommateurs commencent à réaliser que ça n'a plus de sens. Le prix du lait est rendu, un 4 litres est rendu à 8 piastres et quelque chose. Les fromages sont peu achetables. Les œufs, ben, ça prend des spéciaux pour se garocher dessus. Sinon, encore une fois, c'est pas achetable. Est-ce qu'il y a des gens, à part toi, qui allument que dans l'inflation, la gestion de l'offre, incluant des beaucerons, qui n'ont pas aimé ça parce qu'il y avait des fermiers dans la gang qui ont voté contre toi? Là? Ben oui, tous les producteurs laitiers n'ont pas seulement voté contre moi, ils ont fait cabale pour s'assurer que je ne rentre pas, tant à la chefferie du Parti conservateur que tant comme candidat du Parti populaire à l'élection. Mais oui, il faut en parler. Il faut ouvrir les fenêtres puis en parler. Jeff, c'est ce que tu fais ici à Radio Pirate. Tu parles de sujets que les médias québécois ne veulent pas aux Canadiens parler. Tu informes les gens. Et cette bataille-là, je suis sûr que tu vas progresser en tant que podcast. Tu vas avoir encore plus de gens parce que les gens s'aperçoivent, là, oui, la crédibilité des médias canadiens est plus élevée que la crédibilité des médias américains, mais elle s'en va à la baisse. Et moi, pour la gestion de l'offre, on en parle un peu plus et les gens deviennent plus critiques. Il y a eu un bel article dans Le Devoir. On a commencé à parler de la gestion de l'offre. La première phrase, Maxime Bernier parlait de ça. Effectivement, il y a 8 ans que je disais qu'il faut abolir ce système-là. Mais parce que les gens comprennent l'impact sur les prix. Mais en parlant de gestion de l'offre, moi, j'ai un message à dire aux producteurs laitiers, producteurs de poulet, producteurs d'œufs, vendez vos quotas. Vendez vos quotas au plus vite. Et au plus vite. Pourquoi? Parce qu'il y a une négociation... Et pas à votre gars. Non, pas votre enfant. Pas votre enfant. Parce que ce qui va arriver, là, ça va tomber. C'est une question de temps. Bon, mais eux autres, ils s'attendent à être... Ils s'attendent à avoir le prix du marché. Exact. Non, ils n'auront pas le prix du marché. Même dans ma proposition à moi, lorsque je disais qu'on va racheter les quotas, c'était toujours au prix de la valeur comptable. Donc, si vous avez acheté votre quota il y a 10 ans, on enlève la dépréciation et donc, c'est la valeur au livre. Et il y a une grande différence avec la valeur au marché. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une négociation en 2026. Trump, il a gagné le Wisconsin. Le Wisconsin, il y a plusieurs producteurs laitiers qui veulent depuis des années exporter leur lait aux États-Unis. Trump a essayé à la première négociation, il n'a pas réussi. Au Canada, pour mettre ça sur la table. Exporter au Canada, pardon. Il n'a pas réussi. Et là, à la deuxième, il va le faire. Et c'est la seule carte que le Canada détient pour empêcher qu'il y ait des tarifs sur d'autres secteur plus important de l'économie. D'après toi, la prochaine, c'est 2026, ça tombe. Ça tombe. Mais on était surpris que ça toffe en 2020, quand il y a eu la dernière négociation, parce que Trump en faisait un de ses chevals de bataille, puis finalement, il l'a laissé tomber à la fin. Oui. Puis ça a été surprenant, ça. Très surprenant. Et qui va être là, ces négociations-là? Ça va être Poilievre. Et Poilievre, actuellement, politiquement, si on regarde où sont situés les producteurs laitiers, puis leur impact, il n'y aura aucun impact par rapport à la perte de comté. Poilievre, lui, il va arriver là et puis il va être obligé de céder. Puis il va céder. Puis politiquement, là, le coût va être très minime pour Poilievre. OK, donc il va dire, entre autres, l'industrie laitière, c'est l'Ontario, le Québec. Il va dire le Québec, anyway, il vote bloc. Bon, oui, donc, il va c'est réglé. Il y a peut-être l'Ontario qui va compter dans sa tête, non? Ben oui. Mais on parle de fermes laitières, on essaie de nous dire, l'UPA essaie de nous dire c'est des fermes familiales, etc. Mais c'est des business, c'est des grandes entreprises. Et moi, je vais vous conter une anecdote. Lorsque j'étais en Beauce à la dernière élection en c'est celle de 2019, je parlais justement pour abolir la gestion de l'offre et il y a une femme qui vient me voir à mon bureau, productrice laitière d'un petit village de la Beauce que je nommerai pas. Puis là, je disais, elle dit, Monsieur Bernier, elle dit, au début, je pensais que vous aviez du courage pour parler contre la gestion de l'offre parce qu'on est beaucoup ici en Beauce. Mais je me suis aperçu que non, vous n'êtes pas si courageux que ça. Je dis, pourquoi? Parce que moi, là, dans mon petit rang, dans mon village, là, on était 10 producteurs laitiers. 10 grandes familles, il y a 25 ans. Puis quand on arrivait, puis on allait voir notre maire, puis notre député, on avait de l'influence. 10 familles avec bien des gens dans un rang. Aujourd'hui, je suis la seule productrice dans le rang. Je suis seule. Quand je veux voir le maire ou un autre,
Je suis seul. Je n'ai pas toute la gang que j'avais il y a 20 ans. Donc, ce cas-là, c'est une entreprise. C'est des entreprises, c'est des business. Donc, la petite ferme familiale a disparu. Et c'est pour ça que l'influence des producteurs laitiers dans le système politique, elle est plus ce qu'elle était. Mais les politiciens traditionnels ne le réalisent pas aujourd'hui. Ils voient ces lobbyistes-là arriver à Ottawa qui leur comptent toutes sortes de peurs et ils achètent ce discours-là. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas puissants comme ils étaient avant. C'est la simple réalité. Et c'est pour ça que moi, je dis aux producteurs laitiers, vendez votre quota au prix du marché tout de suite, parce qu'en 2026, vous allez être les grands perdants, puis les grands gagnants vont être les consommateurs canadiens. Il n'y a personne qui veut acheter ça. Est-ce que ben, tout de suite, il y a du monde qui veut l'acheter. Là? Ben oui, voyons les produits. Ah oui, mais vendez tout de suite. Donc, quelqu'un qui a un quota qui a payé, mettons, de son père 1 million de dollars, il vaut combien aujourd'hui au livre? Ben, ça dépend. Mettons, ça fait 10 ans. Ben, ça fait 10 ans, 100 000. Pour 100 000. Ah oui. Donc, donc il l'a étalé sur 10 ans comme il l'a fait avec l'impôt. Ben oui. Donc, c'est sa valeur. Ça va être c'est la valeur que le gouvernement devrait rembourser. Puis avec les déficits que les gouvernements ont, pensez-vous que les gouvernements vont payer la valeur du marché? Absolument pas. Et de toute façon, est-ce que le Canada va manquer de lait parce qu'il va y avoir moins de producteurs laitiers? Ben non! Le lait va venir des Américains, donc les consommateurs ne sont pas perdants. Max, arrête, tu vas faire mourir. Non, mais je veux juste qu'ils réalisent. J'essaie de les aider. Je suis à la même place que toi, mais tu te dis juste que va-t'en TVA, la LCN, va-t'en ajoute avec Paul Larocque, toute la gang, va leur dire ça, c'est sûr qu'il y a 3 morts. Le lait va venir mais non, mais il y a des produits dans le lait américain que nous n'avons pas. La souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça en fait? C'est du protectionnisme. Mais les produits, effectivement, les Américains sont... Regardez ce qui s'est passé au Canada. Les fermiers de l'Ouest canadien voulaient vendre leur bœuf au Japon. Oui. Les fermiers de l'Ouest canadien donnaient des hormones à leur bœuf, hormones de croissance. Les Japonais ont dit, on ne veut pas ton bœuf parce que tu as des hormones. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fermiers ont changé et ont produit du bœuf sans hormones maintenant et ils le vendent aux Japonais. Les Américains vont faire la même chose. Oui, ils donnent des hormones de croissance à leurs vaches aux États-Unis, puis ici, on n'a pas le droit d'en donner. Ouais, c'est le genre de produit qu'ils donnent pour leur permettre de produire plus, c'est ça? Plus de lait, effectivement. Exact. Ici, ils n'ont pas le droit. Je comprends, c'est 2 poids, 2 mesures, mais pour qu'ils exportent, ils vont devoir respecter nos normes sanitaires ici, au Canada, exact. Et ils vont le faire, ils vont arrêter, puis ils vont exporter. Donc, les consommateurs vont avoir un aussi bon produit qu'ils ont actuellement. Wow. Oh! Ouais. C'est ce que Kennedy parle, justement. Oui, justement. Justement, dans les produits alimentaires, de grandes marques, de grandes consommations. L'Europe ont des règlements différents des États-Unis. Ah oui, absolument. Sur certains produits, je parle dans l'alimentation de masse. Donc, ils s'adaptent. Comment tu trouves ça, d'ailleurs, à l'Europe? Il y a comme des gens dans les médias et même dans le niveau politique qui sont comme inquiets de l'histoire de Robert Kennedy Jr. qui arrive. Comment on peut être inquiet de quelqu'un qui dit... Mais d'abord, je me demande si on ne donne pas trop de vaccins aux enfants. Avant, on en donnait 12. Là, on est rendu à 24. Puis depuis ce temps-là, ils sont allergiques à tout. Ils ont des problèmes de comportement. Ils sont Asperger de plus en plus, etc. Ils se posent des questions sur leur orientation plus que jamais. Ils se demandent de quel sexe ils sont à l'âge de 7 ans. Donc, il y a des affaires qui sont arrivées. Et ils parlent beaucoup de la bouffe aussi. Donc, il dit, moi, je ne veux pas enlever rien à personne. Je veux juste qu'on questionne à savoir, est-ce que les vaccins qu'on leur donne sont safe? Est-ce qu'ils sont bons pour leur santé? Est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'on nous a cachés, etc.? Je veux que les gens qui vont donner ça à leurs enfants soient au courant de ce qu'ils donnent à leurs enfants. Ça, c'est une des choses. Et pour la bouffe, on veut s'assurer que dans la bouffe qui est la bouffe qui est processée, on veut que les produits qu'on trouve dangereux soient carrément enlevés, puis que ce soit des produits qui ressemblent à plus de produits à travers l'Europe, le reste du monde, l'Asie, etc. La preuve, c'est que nos enfants sont plus gros, sont en mauvaise santé, etc., etc. Et là, je veux dire que tout le monde doit acheter ce discours-là. Il y a une tollée contre ça. J'ai de la misère à comprendre. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment ça peut arriver, ça? Qu'est-ce qui arrive à nos médias? Qu'est-ce qui arrive à nos politiciens? Voyons, c'est la santé de nos enfants, la santé du peuple. On peut se questionner. Tu sais, juste les vaccins de COVID, ceux qui ont questionné les vaccins se sont fait carrément se sont fait démolir sa place publique.
pourquoi les gens veulent pas de questionnement? Pourquoi les gens ne veulent pas que certains se lèvent et disent, est-ce qu'on peut regarder ça, on peut voir s'il y a des choses là-dedans qu'on fait mal? Tant mieux si on fait bien, mais est-ce qu'on peut voir un peu plus? C'est quoi cette peur? On dirait qu'on est de retour un peu aux années noires où il y avait une certaine... c'était l'Église qui menait, puis il y avait comme beaucoup de secrets. C'est un contrôle du narratif et on ne veut pas avoir quelqu'un qui a un point de vue opposé. Et c'est les médias actuellement traditionnels qui sont malades. Et ils sont malades parce qu'ils ne veulent pas créer de vrais débats idéologiques. Ils ont une pensée et eux sont habitués à lire leur ligne de presse et leurs nouvelles. Mais écoutez, on sait qu'on s'est fait manipuler. Moi, je dis aux Canadiens, vous êtes fait manipuler par les médias, par la gauche, par les politiciens traditionnels. Et maintenant, il est temps de sortir de là et de questionner beaucoup plus. Et moi, je suis heureux. Le fait que Trump ait été élu, tout le discours de Trump, là, les médias canadiens vont être obligés d'en parler lorsqu'il va mettre en action ses politiques. Et pour nous, au Parti populaire, c'est une façon de croître. On ne m'invitera pas pour en parler dans les médias traditionnels, mais on va parler de mettre fin à l'idéologie de genre, de rendre criminel le fait qu'un mineur subissent des chirurgies pour transformer son sexe, ça va devenir criminel. On va devoir en parler, c'est notre position. Oui. Lorsqu'on va parler d'immigration et qui va déporter les illégaux, on va devoir en parler. C'est la position du Parti populaire. Donc, pour nous, ces politiques-là, vont faire en sorte de nous aider et de rendre plus légitime notre combat ici au Canada. Donc, les médias, en faisant semblant que tu n'existes pas, se privent d'un bon spectacle, dans le sens que c'est... oui, mais c'est parce que si vous avez des panels à tous les jours à RDI puis à LCN, si tu amènes des sujets plates, je veux dire, tu vas te ramasser avec 75 personnes qui t'écoutent, puis ça va être des sujets plates qui ne mènent à rien. Si tu arrives avec des sujets chocs, mettons, on prend le sujet de la gestion de l'offre. On remet ça. Moi, je l'ai déjà fait. Je me rappelle, j'étais à Choix à ce moment-là, quand est arrivée l'histoire de... On était à Choix, je pense. Oui. Et si bol que ça brassait. Parce que là, les fermiers étaient... Appelés? Ah oui, les fermiers étaient... Puis même à Radio Pirate, Mais qu'est-ce que tu avais dit? Moi, je défendais le fait qu'il fallait enlever la gestion de l'offre. Okay. Mais on n'était pas nombreux à le faire. Puis tous les médias étaient derrière ce mouvement-là de vouloir sauvegarder absolument. Mais je disais, mais voyons donc, moi, à ce moment-là, ma famille buvait beaucoup de lait. Ça me coûtait quelque chose. À ce moment-là, le gallon était à 6 et quelque chose, 6,50 à peu près. Et je calculais que ça me coûtait une affaire comme c'était 4 gallons par semaine. Donc, 4 fois 4 litres, ça me coûtait à peu près une vingtaine de piastres, 25 piastres. Puis là, j'arrivais aux États-Unis chez moi, puis le gallon, à ce moment-là, était à 2,69 le gallon. Mm-hmm. Je disais, OK, t'as un peu, wow. Juste dans le budget familial, je faisais l'exposé sur 52 semaines. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait ça? Ah, mes autres sont subventionnés. Mais Chris, faisons le même programme parce que, anyway, je paye plus d'impôts de l'autre bord. Puis là, je me fais fourrer à la pompe. Je me fais fourrer quand j'achète mon lait, quand j'achète mon fromage, quand j'achète mes œufs. Là, le poulet, je le paye 1,29 la livre pour la poitrine. J'arrive ici, le spécial chez Maxi, il est à 4,29. J'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas, là. Oui. Là, tu essaies de défendre ça et tu te fais ramasser. Mais les mêmes personnes trouvent que la poutine est chère. Ça veut dire, ils vont dire, ouais, mais c'est notre main nationale au Québec, c'est nous autres. Mais la poutine, il peut acheter une petite poutine, c'est rendu 20 piastres. Oui. C'est les mêmes personnes qui se plaignent. Ben voilà. Mais non, mais mettons que je suis boss de LCN. Moi, je dis à Paul Larocque, Paul, ton show était plate cette semaine, appelle donc Max. C'est ça l'affaire. Mais non, mais le but, c'est un peu de... Ben oui. Faut provoquer des affaires pour qu'on jase, puis après ça, en jasant, il y a des gens qui vont dire, ouais, finalement, j'avais une idée telle sur tel sujet, puis là, il est arrivé de quoi en fin de semaine, puis j'ai écouté ça à la TV. J'ai viré de bord. Mais c'est de même qu'on change les choses. Et c'est pour ça qu'il meurt plus vite qu'il devrait mourir. C'est parce qu'il évite les sujets qui les rendraient pertinents, où il y aurait un genre de spectacle. Moi, je ne comprends pas que de cacher Maxime Bernier, c'est de se priver d'un show à la télévision, d'avoir des idées à débattre qui vont les... C'est sûr, c'est des gens conformistes. Ils seraient challengés par les sujets que tu amènerais, mais au moins, ils provoqueraient quelque chose. Et pourquoi pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se rallierait.
Je peux pas croire qu'à un moment donné, à vitam aeternam, ces idées-là sont toutes folles et que ces gens-là ne vont pas se réveiller. Ben, je suis allé dernièrement à Martineau, à Cube Radio, et j'ai su par après qu'il s'est fait dire, écoute, donne pas de crédibilité à Bernier, là, donner une plateforme, ça n'a pas de bon sens, etc. C'est la mentalité actuellement. C'est dégueulasse. Sérieux, c'est carrément dégueulasse. Mais c'est pour ça que je dis, là, regarde, Trump les fait, les réformes, là, puis ils vont être obligés d'en parler, là, sans moi ou avec moi, de ces réformes, puis essayer de démolir ces réformes-là avec des... On les voit actuellement, là, tu as parlé dans l'émission un peu avant, je pense c'est hier, de la guerre, et puis, comme à tout le monde en parle, qui était pro-guerre, que ça avait complètement aucun bon sens, on n'a pas l'autre point de vue. Bien, quand Trump va arriver, ils vont être obligés de changer puis d'expliquer la position. Ils vont le traiter de fou tout le temps. Ils vont le traiter de fou, ils vont le traiter de... Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ça marche plus. Ah, non. On m'a traité de raciste, puis le temps me donne raison. Les gens, là, au-delà, regarde Trump. Écoute, il y avait les médias contre lui, il y avait la Cour, le système judiciaire contre lui. Et donc... La machine au complet. Ben oui, les gens disent, regarde, là, trop, c'est comme passé. Là. Lorsqu'on on critique quelqu'un juste sans regarder le fond, là, ça tient pas. Ça fait un bout de temps, mais ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Hey, sur les histoires d'immigration, le conflit Israël-Gaza, donc Hamas, on voit des choses qui sont choquantes, qui sont inquiétantes. Oui. Moi, c'était pas... Oui, tu sais, moi, j'ai un côté de moi où j'ai un côté où immigration bien contrôlée de manière légale, avec tout le processus, puis c'est bien fait. C'est sûr que quand il y a trop de paperasse, souvent, on sait que c'est fait tout croche, etc., etc. Mais c'est le nombre là, qui a été problématique. On sait que des entreprises avaient besoin d'avoir... Écoute, on a une société qui a décidé de ne pas faire d'enfants, donc on s'est fait rattraper par ça. Par contre, ça a été fait en cave, ça a été fait de manière irresponsable. Et c'est surtout qu'on a eu, entre autres au Québec, puis je sais que même en Ontario, ils ont ça, on a fait par la langue une immigration liée à la langue. Donc, on a vite fait le tour de la France. On s'est rendu dans les pays comme le Maroc, etc., d'autres pays un peu plus radicaux. Et là, on a importé ça. Et c'est en train de donner un melting pot que moi, personnellement, qui n'étais pas nécessairement quelqu'un qui s'attardait à ça, là, ça commence à m'inquiéter beaucoup. Je commence à regarder l'agenda de ces gens-là. Je regarde les manifestations qu'ils font à Toronto, qu'ils font à Montréal, qu'est-ce qu'ils crient, de voir que les policiers ne font rien, de voir que les autorités, les politiciens ne font absolument rien. On les laisse. Je vois les directions d'université laisser des gens sur des terrains pendant des mois de temps. Cette semaine, il y a une grève, je pense que c'est au Cégep ou à l'Université de Montréal ou l'UQAM, où l'université va être fermée carrément parce que là, les étudiants décident de faire une grève pour la Palestine. Je veux dire, on est complètement perdu. Et je vois que ces gens-là ont un autre agenda également. Là, quand on parle de djihad, quand on parle de... On veut la mort des Américains, on veut la mort des Juifs, on veut la mort des Canadiens, puis ça chante des chansons, puis personne ne fait rien. Ce bout-là, moi, avant, qui ne me touchait pas nécessairement, de par notre confort, tu es un gars de la Beauce, on est à Québec, je suis un gars du Saguenay, je n'étais peut-être pas touché par ça, mais là, ça commence à m'inquiéter pas mal. La charia, puis toutes ces affaires-là, puis je commence à me demander si... Même dans le programme d'immigration, mais qu'on poursuive ce programme-là, si on n'a pas à checker si les valeurs ne sont pas plus importantes. Je vais m'expliquer là-dessus dans le sens que je comprends le gouvernement du Québec avec l'histoire de la langue, mais est-ce que c'est plus important d'avoir des gens qui arrivent de pays d'Amérique latine? Oui, ils ne parlent pas la langue, mais quand on regarde leurs valeurs familiales, donc ils sont basés sur une religion dans laquelle nous, on a été élevés il y a longtemps, mais on a encore des relents de ça. Il y a des points en commun avec des gens, mettons, de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Mais je ne sens pas ça du tout avec l'immigration musulmane. Est-ce que c'est un sujet discuté dans tes rangs, ça? Bien, ce qui est discuté, c'est que l'impact de l'immigration de masse, c'est pas seulement sur l'économie, et aussi sur la culture et sur notre société. Et là, plus de gens maintenant comprennent que oui, c'est bien beau avoir un moratoire sur l'immigration,
le nombre de résidents permanents. Ça va régler la crise du logement, ça va régler les conditions économiques, notre niveau de vie diminue, mais aussi, c'est important d'en parler pour protéger notre culture. Et c'est pour ça qu'en même temps, nous, on dit, il faut abolir la loi sur le multiculturalisme, il faut arrêter de promouvoir les autres cultures, comme le fait Poilievre à chaque week-end en se déguisant. Et il faut abolir cette loi-là parce que le multiculturalisme est un échec en Europe et ici. Donc, c'est l'immigration de masse avec le multiculturalisme. On leur dit à ces gens-là, venez ici, intégrez-vous pas à la société canadienne et québécoise, vivez dans un ghetto. Et écoutez, à Surrey, en Colombie-Britannique, là, on se croirait en Inde. La même chose dans le sud de l'Ontario. Ils ne s'intègrent pas, ils vivent en ghetto parce qu'on en a trop et on n'est pas capable de les assimiler dans notre société. Et ce qu'il faut faire, il faut arrêter l'immigration de masse, il faut abolir la loi sur le multiculturalisme et il faut faire surtout des entrevues, comme on faisait il y a 25 ans, avec chaque immigrant qui veut venir ici, justement, pour répondre à ta question et leur demander quelles valeurs ils partagent. Il y avait ça à l'époque. Il y avait une genre il rencontrait chaque personne. Ben oui. C'était comme ça à l'époque. Puis avoir une entrevue pour voir quelles valeurs ils partagent et s'ils partagent nos valeurs, que les hommes et les femmes sont égaux ici au Canada et qu'il n'y a pas de discrimination. On a une charte des droits et libertés. Il faut avoir cette discussion-là qu'on avait dans le temps. Mais est-ce qu'on peut l'avoir? Juste la question où j'ai fait le tour, là, parce qu'il faut toujours mettre des gants blancs quand on parle de ça. Là. Mais est-ce que, juste ça, se poser la question, est-ce qu'on doit choisir, si on a à avoir des immigrants, est-ce qu'on peut choisir plus précisément ce qu'on veut? Ben on le fait dans le passé. On le fait. L'immigration arrivait surtout de l'Europe. On a décidé de changer, d'avoir une immigration plutôt vers l'Asie. C'est un privilège d'être Canadien. C'est pas un droit, là. Mais aussi, ce qu'il faut faire, que Poilievre parle pas, faut se retirer du pacte migratoire de l'ONU. L'ONU fait la promotion de la migration. Vous êtes un jeune Africain, vous avez le droit d'aller dans un autre pays, de vivre dans un autre pays, de devenir citoyen d'un autre pays. C'est le pacte migratoire qui a été signé par le gouvernement Trudeau. Poilievre n'en parle pas du tout. Il faut sortir de ce pacte-là parce que la migration n'est pas la solution. Et non, c'est pas vrai que tout le monde a le droit d'être Canadien. Et c'est un privilège. Et c'est pour ça qu'il faut faire un moratoire pendant quelques années, remettre notre système d'immigration sur pied basé sur des points. Avant ça, vous parliez anglais ou français, vous aviez bien des points. Maintenant, c'est plus le cas. Trudeau a tassé ça. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui viennent ici, au Canada anglais, qui viennent ici et qui ne parlent pas la langue. Comment voulez-vous qu'ils s'intègrent dans notre société s'ils ne parlent ni anglais ni français? Ils vont vivre dans un ghetto dans leur ville. Il faut changer tout le système. C'est une réforme majeure qu'il faut faire en immigration. Poilievre ne dit aucun mot là-dessus parce qu'il veut les votes de ces nouveaux immigrants-là. Mais est-ce que c'est irresponsable de demander aux politiciens que quand on voit des gens qui sont des extrémistes arriver puis crier carrément sur la place publique mort aux Canadiens, le djihad, etc. Est-ce que c'est irresponsable? Moi, je ne le trouve pas. Là. Moi, je me dis, non. Il y a des choses que, oui, on est accueillant, comme tu dis, c'est un privilège, c'est pas un droit. Quand on s'aperçoit qu'on a fait une erreur avec quelqu'un, peu importe comment il est rentré, si on se rend compte que ce gars-là a la graine d'un djihadiste, c'est goodbye. Moi, je veux pas que cette personne-là soit parmi nous. Moi, je le veux pas. J'aurais jamais pensé ça. En fait, je pensais pas à ça il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, je vois ça, puis je vois les manifestations concernant l'histoire de la Palestine et d'Israël. Tu sais, je veux dire, on n'aime pas ça, voir ce qui se passe avec Gaza. Personne n'aime ça. Mais je veux dire, d'abord, eux n'ont eu aucune empathie pour les victimes du 7. Et jamais ils dénoncent le Hamas. Jamais ils dénoncent ce régime qui est un régime terroriste. Donc, vous n'êtes pas là nécessairement juste pour défendre le peuple de la Palestine qui vit ce qu'il est en train de vivre. Vous êtes en train d'embrasser le régime qui est responsable de ce qui se passe en ce moment. Vous n'êtes pas en train de demander que ce régime-là quitte pour qu'il y ait une paix qui s'installe au plus sacrant. Ils veulent carrément « from the river to the sea », c'est eux autres qui le chantent. C'est pas moi, là. Ouais. Mais écoutez, c'est un discours haineux. On a un code criminel contre ça. Le problème, c'est qu'on n'applique pas le code criminel. J'ai été censuré sur les médias sociaux pour parler de la liberté de choix de prendre le vaccin ou non.
Donc, on a brimé ma liberté d'expression. Et là, on a quelqu'un au Canada qui dit « mort aux Canadiens », qui est un discours haineux, et on n'applique même pas le code criminel qui existe actuellement. Tandis qu'un citoyen normal qui veut un débat, bien, on essaie justement de le mettre à l'ombre et de le censurer, comme on a fait avec Robert F. Kennedy Jr. durant la COVID. Il faut revenir aux valeurs de base de la société occidentale et appliquer la loi. Et il y a des conséquences lorsqu'on agit de cette façon-là. Pour finir, d'après toi, l'élection va être lancée quand? Suivons l'argent. Et moi, quand les gens me disent « Ah, ça peut être au printemps », non, écoutez, là, soyez les politiciens et l'argent, il faut suivre l'argent. Donc, c'est relié au fonds de pension? Au fonds de pension, à 200 Il y a à peu près 30 députés, 30 députés qui vont avoir leur pension, qui ont été élus en 2019. Pour avoir la pension, il faut que tu sois 6 ans au Parlement et que tu sois élu 2 fois. 2019, le 6 ans va arriver aux dernières semaines d'octobre 2025. Donc, l'histoire de la fête là, religieuse, c'est pas de la conspiration, ça c'est vrai. Là. Il y a une histoire de fête là, pour la date, là, il y a quelque chose là, qui est... C'est une excuse qu'on a pris, mais Trudeau a changé la loi d'une semaine. L'élection devait avoir lieu la 3e semaine d'octobre 2025. Donc, on a utilisé ça pour tasser d'une semaine pour être sûr que les députés en question... Qui ne gagneront pas, parce qu'ils regardent les sondages, ils voient bien qu'ils ne gagneront pas, que ce soit Trudeau ou un autre, tant du NPD que des libéraux, ben, ils veulent leur pension. Et suivez l'argent. Puis, c'est ce qui va arriver, octobre 2025. Je vois juste de même, je vois sur ton site Internet qu'il y a un processus pour devenir candidat pour ton parti. Ben oui, on a actuellement 42 candidats pour le Québec. OK. Il en faut 78. Notre but, c'est d'avoir des candidats un peu partout. Puis effectivement, si les gens veulent être candidats, veulent faire partie du changement, et veulent influencer la politique canadienne, bien, allez sur notre site partipopulaireducanada.ca. On a un processus, on fait une entrevue en personne, on a un questionnaire. Et oui, si vous êtes prêt à vous battre pour vos valeurs, pour nos valeurs, bien, vous êtes bienvenus. Et je peux vous dire qu'à la prochaine campagne, on aura des candidats dans tous les comtés. Et chaque Canadien va avoir l'opportunité et le choix de voter pour ce qu'il croit, pour ses valeurs. Max, juste te dire personnellement, je trouve que tu es dans une forme. La dernière fois que tu es venu, tu étais dans une forme splendide. Tu es encore mieux. Donc, tu as un 5 étoiles, tu es en feu. Ça fait un bon show. Non, tu es bon. Et je comprends pourquoi ils ne t'invitent pas. Je comprends pourquoi ils ne t'invitent pas parce que clair comme tu es de ce temps-là, clair comment en feu comme tu es, c'est que d'après moi, tu ramasses 5-10 députés juste au Québec. Et c'est la raison. Donc, c'est quasiment une petite fleur. Ils ont peur. Ils ont peur de te donner une tribune. Sinon, ils t'inviteraient pas juste pour le spectacle. Ils t'inviteraient pour faire un show mais ils savent que tu es très target en ce moment. Puis tu es dans l'air du temps. Ce qu'on ne sent pas avec Poilievre, ce qu'on ne sent pas, Trudeau, on ne peut pas sentir, il est tellement perdu. Le signe, on ne sait pas ton nom non plus, mais puis même, je te dirais, au Québec, quand on compare au Québec, tu es le politicien le plus clair avec les idées le plus claires. C'est ce qu'on dit souvent quand on en parle de Jerry et moi au Pirate. Quand on regarde le programme du parti, c'est le programme le plus clair de tous les partis, incluant fédéral et provincial. Simple, mais très clair. Merci. Donc, c'est pour ça qu'ils ne t'invitent pas. C'est parce qu'ils ont peur que tu gagnes en Beauce et qu'il y en a 5, 6, 7 de plus qui soient élus. À un moment donné, j'ose croire que les Québécois vont se réveiller. Je pense qu'Éric Duhem fait une très bonne job. Oui. Éric fait une très bonne job. Il pourrait brasser un peu plus, mais il fait une bonne job. Il commence à réveiller tranquillement. Un jour, je pense que les Québécois, dans certaines régions, on pense entre autres Victo, ces endroits-là, la Beauce, la Rive-Sud de Québec. Donc, ici, peut-être... Pourquoi pas au Saguenay, une coupe aussi? Il me semble que naturellement, il y a des idées conservatrices, des vraies idées conservatrices dans le coin du... j'ai un chum. Richard Martel, c'est un chum à moi, mais Richard, il n'est pas très conservateur. Là. Les députés conservateurs sont très décevants, on va se le dire. Bien, ils sont décevants, mais aussi, ils ne peuvent pas parler. Je l'ai dit tantôt. Ça sert à quoi d'être dans ce parti-là si tu as des idées, tu ne peux pas les exprimer? C'est le chef. Ils reçoivent leur ligne de presse à chaque matin. S'ils font des entrevues, ils savent quoi dire. Et c'est pour ça... C'est affreux, ça. Ben, c'est comme ça que le Parti conservateur fonctionne. Donc, toi, tu serais capable d'avoir des députés avec toi qui te contredisent? Ben, absolument. Ben oui. Alors, c'est tellement simple, tellement facile. Le meilleur exemple, sur l'avortement. Sur l'avortement, nous, on va rouvrir le débat,
Puis moi, personnellement, je suis contre un avortement au 3e trimestre. C'est un meurtre. Je veux que la femme puisse avoir un avortement quand elle le veut, du 1er jusqu'à la fin du 2e trimestre. En France, partout dans les pays civilisés, c'est interdit, les avortements au 3e trimestre, c'est un meurtre. Ici, au Canada, il y en a, puis ça se fait. Mais j'ai des candidats qui sont pro-choix, puis qui ne veulent pas du tout ça. Puis j'ai d'autres candidats qui sont pro-vie. Oui, c'est mais c'est le reflet de la société. Il y aura un débat. C'est le reflet de la société, exact. Maxime Bernier, merci. Belle visite, c'est le fun. Merci. Merci. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com